alors c'est une question un peu accrocheuse, mais c'est quand même une question de fond qui existe. Est-ce que l'intelligence artificielle est une boîte à outils magique, fantastique, incroyable, qui donne un troisième bras aux développeurs et aux développeuses, ou bien c'est un danger imminent à l'aube d'un remplacement massif des développeurs, remplacés par les intelligences artificielles. Alors, cette AnyTalks est organisée par les équipes du groupe ENI. On est au dernier comptage à 200 personnes en ligne. Donc, c'est en hybride. On est en partie en présentiel et une autre partie en distanciel. Et donc, c'est organisé par l'ENI. L'ENI, c'est 3 grandes structures. On va dire que le métier du groupe, c'est la formation professionnelle au sens large du terme dans les métiers du numérique avec 3 grandes structures. Tout d'abord, ENI Édition qui propose la plus grande bibliothèque numérique francophone au monde. Donc, c'est pas rien. Il y a 1200 ouvrages tech et puis ça évolue évidemment. C'est une plateforme de contenu que vous pourrez trouver avec des vidéos qui parlent de différentes thématiques, tous autour de la tech. On a un centre de formation inter et intra-entreprise, Anyservice, qui là va venir former les professionnels comment dirais-je, de la tech qui sont directement en emploi et on va les former soit en intra-entreprise, soit en inter. Et puis, est-ce qu'il est encore à la présenter? C'est l'école informatique qui va là former les futurs professionnels de la tech dans les métiers du numérique qui présentent un marché de l'emploi dynamique avec des formations qui vont de Bac+2 avec +5 dans la cybersécurité, dans le big data, dans le développement d'applications, dans l'IA, dans les systèmes et réseaux et dans nouvellement le test logiciel et à partir de septembre dans l'administration système DevOps qui sera l'objet du futur AnyTalks d'ailleurs prochainement. Je vous en parlerai tout à la fin. Voilà pour l'ENI. Alors on va faire le focus sur cette fameuse IA. Et donc pour ça, on a invité trois experts, 3 éminents experts et expertes du domaine qui ont été directement impactés par l'arrivée de l'IA. Tout d'abord, Adrien Lasselle, qui est développeur, engineer, manager chez Sphere. Alors, l'idée, c'est que vous vous présentiez très rapidement et puis ce que fait Sphere et ce que vous y faites, vous. Alors bonjour, ça marche? Vous m'entendez? Ah, mais ça marche très bien. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Adrien, je suis développeur, comme on dit full stack, donc ça je fais du front, du back. Et depuis quelque temps manager chez Sphere. Sphere, on est une société de service, qu'on dit ESN, on est SS2I pour les plus vieux. Et donc on est on se nomme comme une néo-ESN, on est des pure players dans la tech, on couvre à peu près tous les métiers de la tech. On a un groupe de 900 salariés, on a un institut de formation. Et on a aussi une branche consulting qui s'appelle WeInvision. Et sur LinkedIn, on publie tous les mois presque un PDF sur l'IA générative de façon globale. C'est de la veille fait par nos experts avec des propositions. Ça m'a servi de base de réflexion pour ce soir aussi. Donc n'hésitez pas à les consulter, c'est gratuit et c'est du bon travail. Merci Adrien. On a également Marie Le Guilly qui nous a rejoint. Alors j'ai le plaisir de collaborer avec elle puisqu'elle est formatrice à l'ENI École. Et donc, voilà, effectivement, docteur en informatique et puis formatrice. Olivier tu as tout dit du coup, c'est parfait. Effectivement, moi j'interviens à ENI École pour la formation principalement au développement. Donc tout ce qui est code informatique et avec une appétence particulière pour l'intelligence artificielle puisque j'ai fait de la recherche en informatique, sur la thématique, donc ça m'intéresse particulièrement. Merci Marie. Et puis, troisième intervenant, donc Nathan Ménard. Nathan Ménard qui est cofondateur et CEO de Dracar. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Effectivement, avec Dracar, on est une agence de 15 personnes. On fait de la digitalisation d'entreprise. Et donc, historiquement, on faisait de la création, on fait de la création d'applications web et mobiles sur mesure. On fait aussi de l'implémentation de RP. Et un peu plus récemment, on a créé une filiale qui fait exclusivement de l'implémentation de RP dans les entreprises. Et donc, en gros, on vient comprendre les processus, voir où est-ce qu'on pourrait optimiser les choses et on implémente l'IA derrière. Donc, j'ai un œil assez concret sur l'impact de l'IA dans les entreprises. Ok, eh bien, merci beaucoup à vous trois. En tout cas, vous êtes prêtés à ce jeu. Alors, je vais juste demander en régie si à distance, ils nous entendent bien, si le son est correct et s'il n'y a pas trop de problèmes
de transmission d'informations de diffusion. On pousse en l'air, donc c'est bon, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a mis au programme d'aujourd'hui? On a essayé de découper des choses parce qu'on pourra en parler pendant une semaine, ce sujet-là. Donc, on va déjà essayer de savoir de quoi on parle, avec des notions de définition. Qu'est-ce qu'un LLM? Qu'est-ce qu'une IA? De quoi on parle? Ensuite, on va voir directement dans les applications parce les Anytools, en tout cas, ce qu'on a voulu faire, quand vous allez repartir ce soir chez vous ou demain dans votre entreprise, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est next step, c'est quoi? Et donc, on va avoir des exemples d'applications de l'IA pour les développeurs. Ensuite, forcément, on va parler d'impact et de risques qui sont liés à l'utilisation de l'IA et à l'arrivée massive de l'IA. Quel avenir aussi de l'IA pour les développeurs? Donc, qu'est-ce qui va nous arriver demain comme nouvelle technologie? Et puis on va conclure et ensuite on aura 30 minutes de questions-réponses. Donc là où je vais passer le micro dans la salle pour que vous puissiez poser les questions à nos experts et expertes sur l'IA pour les devs. Voilà. On va commencer avec les définitions. Donc l'idée là, c'est de savoir, enfin en tout cas ce qui va nous intéresser, c'est de quoi on parle, c'est quoi l'IA qui nous arrive ici dans votre quotidien. Une définition de l'IA déjà, du coup. L'IA, tout simplement, ça va être d'essayer de reproduire ce qu'on appelle un processus cognitif, donc une fonction qu'on est capable de faire, nous, globalement, en tant qu'humains, mais avec des systèmes informatiques, tout simplement. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Donc c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de réseaux de neurones parce que, c'est la technologie qui marche le mieux actuellement et qui en plus, s'inspire directement de ce qui se passe dans nos cerveaux humains. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça. Et du coup, quand on entend parler de LLM, de Large Language Models, qu'est-ce que c'est par rapport à une IA générative ou C'est un type d'IA. En fait, l'IA, c'est un domaine, ultra vaste dans lequel on va avoir plein de sous-domaines, le machine learning qui contient aussi le deep learning, on a les algorithmes génétiques. Enfin, vraiment, l'IA, c'est un mot valise derrière lequel il y a plein de domaines. Des domaines dont on parle plus en ce moment, donc tout ce qui est apprentissage, LLM et cetera. Et donc les LLM, ça va être des modèles, de données, donc un type très spécifique d'IA qui se base très souvent justement sur les réseaux de neurones et qui vont être capables à la fois d'encoder très efficacement plein d'informations et notamment de l'information que nous, en tant qu'humains, on sait traiter, donc tout ce qui est texte, langage, image, etc., pour être capable de l'enregistrer, de l'interpréter et après de générer du texte, des images et donc de nous renvoyer l'info. Donc finalement, c'est une IA qui est capable à la fois d'absorber et de nous renvoyer quelque chose et qui simule très bien le langage justement qu'on peut avoir, en tant qu'humain. Pour donner un exemple, depuis longtemps dans l'informatique, on fait des formulaires. Enfin, basiquement, le métier du développeur, c'est de coder des formulaires et de résoudre des bugs, pour grossir le trait. Et là, imaginez un système d'information où vous interagissez pas avec au travers d'un formulaire, comme vous avez l'habitude de faire pour vous inscrire sur un site, pour faire vos commandes sur votre site de e-commerce préféré, mais vous lui parlez en langage naturel. Donc vous parlez en français, en anglais. Et du coup, le LLM, il va pouvoir basiquement comprendre et après extrapoler et vous faire une réponse par rapport à sa base de connaissances. Donc c'est aussi une façon différente d'interagir avec un système d'information où on a des formulaires, des trucs comme ça, et là on a des chatbots, c'est pas des IA, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Et on interagit en langage naturel. Vous lui posez une question en français, vous lui donnez du contexte, et il va essayer de vous faire une réponse avec des probabilités. Donc le LLM, il n'a pas d'intelligence en soi. Le but du LLM, c'est de trouver le prochain mot de la phrase. C'est comme ça que moi je le comprends. Voilà. Tu valides ta réponse? Et alors, on entend parler de LLM générique, mais on entend parler aussi de LLM spécifiques, donc des IA génériques et des IA spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différences? En fait, l'IA, comme on l'entend, comme dans les films de science-fiction, qui sait tout faire, ça n'existe pas. Donc une IA, on va lui apprendre, par exemple, à reconnaître des images de chats. Alors ça, c'était les premiers trucs en deep learning, où il fallait lui donner et dire « ça, c'est des chats, donc je te montre une image, dis-moi si c'est un chat ». Je suis toujours un parallèle avec un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans, vous lui montrez un chat une fois,
il voit un chat passer dans la rue, il dit chat. Donc on lui a pas donné 1 million de l'image de chat pour comprendre. Donc voilà, donc il y a l'IA, ça s'entraîne du coup. Et après, quand on va vouloir la spécialiser, on va faire du fine tuning. Donc c'est-à-dire qu'on va la spécialiser dans un domaine. Par exemple, alors, sans parler d'IA générative encore, mais juste l'IA d'un point de vue global, pour la reconnaissance d'images, lui donner des images, elle va essayer de trouver est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est ça, etc. Et après, on va passer sur les IA génératives. Donc le but, c'est d'interagir avec et pas juste donner une réponse, c'est un chat. Et donc de deviner le prochain mot de la phrase. Si c'est du code, de deviner le prochain mot-clé du code. On peut imaginer tout de système. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, pour compléter, quand on dit IA généraliste, on peut voir 2 types de choses. On peut parler d'un des stades de l'IA dont certains parlent, le stade AGI, où en gros, c'est les IA qui prennent le contrôle du monde, qui deviennent super puissantes et qui nous remplacent notre espèce s'éteint. Bon, ça c'est plus un scénario science-fiction. Pour l'instant, on est sur des IA qu'on appelle narrow, donc qui sont étroites et qui font une chose assez précise et qui n'ont pas du tout du coup de capacité humaine, qui n'ont pas de curiosité, qui ont pas, en fait, qui sont entraînées pour faire des choses très spécifiques. Et elles vont le faire très bien, mieux que nous sur tout un tas de sujets, mais elles vont pas sortir des fonctions qu'on a définies. Et ensuite, on peut aussi se dire que on a des IA qu'on utilise sur étagère comme ChatGPT ou autres. Il y en a qui sont beaucoup plus polyvalentes que d'autres. Et du coup, une des questions, ça va être est-ce que je vais utiliser un ChatGPT ou est-ce que je vais utiliser un outil un peu plus spécifique ou redévelopper mon propre outil. Et là, le choix n'est jamais évident parce qu'en gros, si on développe son propre outil, on se bat contre OpenAI qui met des milliards et qu'on n'a a priori pas. En tout cas, pas moi, perso. Mais donc, et ça dépend vraiment des sujets pour bien y répondre. Mais on va y venir. Donc si je comprends bien, pour l'instant, on est face à des IA qui ne comprennent pas ce qu'elles disent, mais qui par contre, ont la sensation que le mot qui suit le précédent est le plus probable. C'est ça? Basiquement, oui. Et après, disons, là où on peut faire, là où la plupart des gens vont essayer d'extrapoler un comportement humain, comme on le fait souvent avec les animaux, on essaye toujours d'extrapoler un comportement humain alors que finalement il y a des trucs contre-intuitifs. Et en fait, par exemple, dans l'art, on a l'impression que l'IA est créative, mais pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'elle est entraînée en essayant de respecter les droits d'auteur, on en parlera plus tard, et elle va extrapoler quelque chose de l'entraînement qu'elle a eu. Mais l'autre fois, je regardais l'interview d'un humoriste. Il disait l'IA, j'en ai pas peur. L'autre fois, j'étais dans le train, j'ai vu des gags et j'en ai extrapolé un sketch. Et là, à l'heure actuelle, les IA sont tout à fait incapables de faire ce genre de projection, de créativité. Donc, moi, personnellement, je ne considère pas que l'IA elle est créative. Peut-être dans le prompt, donc la façon dont on interagit avec, il y a peut-être une créativité de l'humain qui va rentrer le prompt, mais la créativité, à l'heure actuelle, la créativité reste surtout humaine dans nos cerveaux à nous. Pour l'instant, voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai la perception de la chose. Alors effectivement, on va y revenir. Donc on est, submergé par l'IA à tout stade professionnel, bien entendu, hein. Tous les postes de travail sont concernés, aussi bien l'administratif, la comptabilité, le développement, les infrastructures et cetera. Donc, on a effectivement cette capacité à utiliser l'IA aujourd'hui. Alors les plus connus, ChatGPT, Bard, enfin anciennement Bard, Gemini et cetera. On parle aujourd'hui pour les développeurs, si je comprends bien, d'IA spécifique, spécifiquement entraîné en tout cas, à comprendre du code et à générer du code. Alors, il va y avoir des IA plus spécifiques que d'autres parce que vraiment ChatGPT est très bon pour faire du code, mais aussi très bon pour faire d'autres choses. Si je lui demande, combien de temps cuire un œuf, pour faire un œuf mollet, il sait me répondre aussi. Donc ça reste une IA spécifique parce qu'elle est spécifiquement sur le langage, l'interaction, mais elle est plus généraliste que, par exemple, GitHub, Copilot qui a été, pour le coup, entraîné purement pour faire du code et être très, très bon sur le code. Donc Mais est-ce que ça veut dire que les réponses de GitHub Copilot vont être plus pertinentes pour les développeurs que du ChatGPT? j'aurais tendance à dire oui, je vois que les mes collègues acquiescent aussi. Effectivement, parce que, plus elle a été entraînée c'est-à-dire que pour le même volume de données, on va dire qu'on va lui donner, on l'a nourri uniquement avec du code. Alors que ChatGPT, on lui a donné, de la cuisine, des maths, du code et cetera. Donc a priori, si elle a été sur une tâche spécifique, oui, il y a plus de chances
qu'elle soit utile pour un développeur. Après, ça va dépendre des tâches. Par exemple, si je suis développeur, je suis en train de réfléchir à mon architecture technique. A priori, j'aurai des interactions plus avec un ChatGPT parce que c'est plus justement sur la créativité, j'aurai besoin de feedback immédiat et je vais lui donner du contexte. Par contre, si je veux écrire des méthodes et si je veux vraiment rentrer dans le code, oui, un copilot ou enfin, il y en a plein d'autres va être, en fait, va aller beaucoup plus vite parce qu'il va beaucoup sur moins d'éléments, il va mieux comprendre mon contexte. Donc, il va aller plus vite et mieux. Alors, je n'ai plus de pile pour info, donc voilà. Appelez une IA, vite. Ok, donc par rapport à l'utilisation de l'IA en entreprise, moi demain je suis chef d'entreprise, j'entends parler de l'IA, de la tech, hein, une entreprise de la tech. Demain, comment je fais? C'est quoi les premières étapes déjà pour intégrer l'utilisation, le généraliser, en faire une culture aussi au quotidien, et comment je peux, au travers de toutes mes équipes de développeurs et de développeuses, avoir une bonne efficacité d'introduction de l'IA dans le codage. La première en fait, on parle potentiellement d'automatisation et c'est vite un terrain, glissant. La première étape, à mon sens, c'est de pas de voir ça comme une baguette magique. C'est-à-dire, en gros, si on n'est pas au clair sur ces processus, si, finalement tout ce qu'on fait chez nous, c'est le bordel et que rien n'est processé et que, c'est compliqué, une IA ne va rien apporter à part plus, de bazar. Donc la première étape, c'est d'être très au clair sur son fonctionnement, de venir mapper ses processus, de voir les points de douleur et là derrière de commencer à se poser la question de comment on peut fonctionner. Et ce qui est assez particulier avec des outils aussi puissants que l'IA, c'est qu'il faut être capable de prendre son processus et presque pas de le mettre à la poubelle, mais en gros, on a des outils aujourd'hui qui sont si puissants que fondamentalement, le fonctionnement qu'on avait peut devenir complètement obsolète. Et si on reste dans son fonctionnement et qu'on se dit, OK, comment je peux essayer de gagner un peu de pourcentage à droite, à gauche avec des outils comme de l'IA, en fait, potentiellement, ça va pas être hyper pertinent. Et du coup, l'idée, c'est de faire du re-engineering. Donc, c'est de se dire, OK, mmh, sachant ce que je sais de mon entreprise aujourd'hui et ayant des outils comme de l'IA, comment je pourrais réinventer mon processus complètement demain. Donc, ce qui est valable pour les développeurs et les développeuses, c'est aussi valable pour toute l'entreprise, pour Bah, tous les oui, secteurs. à mon sens, il se passe exactement la même chose dans le monde du développement que dans la plupart des métiers. C'est assez simple, on a quasiment tous les cœurs de métier qui sont désormais sous stéroïdes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Compléter pardon, rapidement. On aime bien, en tant que consultant, on va dire, on aime bien raisonner en termes de use case, de cas d'usage. C'est-à-dire on peut faire des canevas où on dit, est-ce que finalement le cas d'usage là, il est bien destiné à une IA? Est-ce que c'est finalement pas juste un programme classique avec un développeur? Donc la première chose, comme tu disais, le processus aussi, est-ce que ce processus ou ce cas d'usage, il peut être transformé en IA ou pas, déjà? Avant de Moi je dis toujours, c'est pas la techno qui fait l'usage, mais c'est l'usage qui déclenche la bonne techno. Nous, on est là pour apporter les bonnes solutions techniques à nos clients qui viennent nous voir et dans le boulot de tous les jours, on interagit avec des gens que l'IA peut pas faire encore, hein. Donc concrètement, comprendre que, ce que le client m'a exprimé, c'est le contraire de ce qu'il pense, c'est difficile. Pour, toujours le cœur du métier qu'on a, c'est de comprendre le besoin du client, de le formaliser. Pour l'instant, bon, les IA, on est à 100 000 lieues de tout ça, et les interactions entre les services et cetera. Et après, il y a en tant que pour répondre à ta question, je suis un chef d'entreprise. Déjà, il y a une première, pour moi, chose à faire, c'est se positionner dans ton entreprise pour éviter ce qu'on appelle le shadow IT. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le shadow IT. Le shadow IT, vous avez des outils et en fait, les utilisateurs, les gens, ils utilisent d'autres outils, mais vous ne le savez pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de shadow IT et dans l'informatique, quand on a un professionnel qui vient nous voir, on va lui dire: «Bah, déjà, prends une position. Est-ce que, j'interdis? Est-ce que j'autorise? Est-ce que c'est la zone grise? On ne sait pas trop. Est-ce que finalement, je laisse la liberté à mes salariés?» Suivant le risque des données aussi qui peuvent sortir sur un chat GPT, sur des outils qui sont pas
même si on verra tout à l'heure, il y a des réglementations, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va. Donc il y a, je dirais, il y a le cas d'usage, comme tu l'as bien dit, c'est tout à fait exact de mon point de vue. Mais il y a aussi le fait de prendre une position claire sur l'IA dans l'entreprise, pour éviter le shadow IT. OK, et alors du coup, en termes de cas d'usage, puisqu'on en parle, est-ce que vous avez un exemple concret d'une utilisation de l'IA, dans votre métier de développeur ou de développeuse? C'est moi du coup? Enfin, dans mon métier de développeur, il y a forcément les assistants. Je sais pas si c'est la question? Bah, c'est un cas d'usage, c'est Voilà. à quoi ça vous sert, demain matin, vous vous servez de l'IA, c'est quoi? Pour leur donner un exemple, j'avais besoin d'un algorithme qui calculait des choses sur des dates et qui me faisait les tests unitaires. J'ai utilisé une IA générative pour me le faire. J'avais pas envie de taper, j'avais besoin d'un truc sur les jours fériés, j'avais pas envie de taper tous les jours fériés de l'année, donc j'ai demandé à une IA générative qui m'a donné du code qui était correct d'un point de vue Java, c'est du Java, qui compilait et qui était bon. Et c'était, avec l'IA assistant de JetBrains, qui marche plutôt pas mal. Qui est directement intégré, Dans qui dans l'outil, C'est un plugin dans l'outil, ouais, qui est intégré et c'est maintenant payant, mais au début, c'était gratuit en bêta et on pouvait, faire Mumuse avec et j'ai un collègue qui l'utilise au quotidien qui en est très, très, très content. Par contre, bon, on en parlera tout à l'heure, mais le dev, reste le maître du code qu'il produit. L'IA n'est qu'un outil pour l'aider, on va en parler tout à l'heure. Ouais, moi, un autre cas d'usage, mais c'est un peu dans la même veine, c'est, si j'ai un objet à créer justement en Java et que je sais ce que je veux, mais bah, c'est pas hyper passionnant à écrire, bon, bah, je peux demander à mon IA de le générer. Pour moi, c'est un des gros cas d'usage actuellement, c'est pour du code qui a peu de valeur ajoutée, qu'on peut facilement décrire et enfin, que ça soit moi ou l'IA qui l'écrive, il y a pas de risque et surtout parce que enfin, moi, je trouve que les IA font encore pas mal d'erreurs de syntaxe ou de petits trucs, faut souvent repasser derrière sur des bouts de code un peu complexes, donc ça va être souvent sur des bouts de code assez simples, répétitifs, qu'il y a des vrais cas d'usage pour moi. Petite parenthèse, nous, on appelle ça le code boilerplate. Donc c'est le code, j'ai pas le mot en anglais, mais qui sert à rien, qui a pas de valeur ajoutée d'un point de vue métier pour le client. De la configuration de du Java, de plein de choses comme ça, on utilise une IA pour aller plus vite, quoi. Bah, en fait, les cas d'usage, ils sont, oui, effectivement, sur la rédaction de tests, ils vont être sur, l'écriture de méthode, ils vont être aussi sur, de la correction de bugs. C'est ça qui est top avec bon, ouais, maintenant avec les idéaux, on a déjà des choses, mais en gros, ça va nous dire très rapidement qu'on a mis une virgule en trop, telle ligne et ça, il le fait en une microseconde, alors que ça pourrait prendre des heures sinon. Mais dans l'implémentation, j'ai essayé sur, bah, typiquement, je devais faire un système de paiement, classique avec du 3D Secure et cetera, et j'ai un peu essayé de jouer pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, et en gros, c'est assez simple, c'est si on est trop haut, si on lui dit: «Code-moi, implémente-moi, Stripe en 3D Secure», c'est nul, ça fait n'importe quoi. Par contre, si on zoome très, très fort et qu'on fait plein de petits zooms et qu'on va lui demander: «OK, là, je veux faire telle méthode, à tel endroit», et on lui met bien le contexte, ça marche. Mais en fait, on aujourd'hui, on est assez peu sur, on n'est pas dans de la rédaction de code entier, puisque si quand ça pourrait en vrai, mais on devrait lui donner tellement de contexte pour qu'il comprenne notre environnement et cetera, qu'au final, ça revient plus vite de l'écrire nous-mêmes. Donc ouais, sur des tâches à faible valeur ajoutée, là, c'est canon, mais on n'est pas encore dans le global. OK, donc effectivement, ça décuple un petit peu, donc ça vous fait gagner du temps. Sur les tâches à faible valeur ajoutée du développeur, c'est un peu un painkiller du métier de développeur et développeuse. Donc, l'idée, c'est vraiment de gagner ce temps-là. À combien vous l'estimez, ce gain de temps? Hem Oui, j'avais réservé des questions écrites et des questions pièges aussi, ouais. Non, bah, c'est compliqué de répondre, ça dépend vraiment des secteurs. Après, il y a McKinsey qui a sorti une étude là-dessus qui dit qu'au global, actuellement, l'IA, ça réduit la pénibilité au travail de 15. Et je pense qu'aujourd'hui, la stat est pas déconnante dans le monde du développement. Ça fait gagner, alors peut-être un peu plus, peut-être qu'on est aux ordres de 20-30, mais je mettrai le curseur par là, et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de pénibilité. En fait, c'est pas c'est plus fluide, mais c'est pas encore, il y a en tout cas moi personnellement, il y a jamais de choses que j'ai faites avec de l'IA que j'aurais pas pu faire moi-même, quoi. OK, donc ça veut dire que vous vous concentrez sur des tâches qui sont
plus intéressantes. Oui, et puis le le gain de temps se fait que sur, la tâche de développement. Le métier du développeur, c'est pas du développement. C'est plein de choses. C'est peut-être la moitié de notre temps maintenant, vu que, bon, avec les méthodes agiles et compagnie, on est plus au cœur des projets, voilà, on interagit plus avec les utilisateurs, avec le métier. Donc on fait peut-être, entre guillemets, «on pisse» moins de code qu'avant, je trouve moi, par rapport à quand j'ai commencé. On dirait un vieux, par rapport à quand j'ai commencé et du coup, ouais, non pas 92 et voilà et du coup, oui, c'est vraiment sur la tâche de dev elle-même, mais tous les à côté, il faut envoyer un mail, il y a toujours des trucs à faire, répondre à un chat, il y a des réunions, tout ça. Pour l'instant, voilà, ça fait juste gagner sur la tâche de dev. C'est juste pour préciser. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un phénomène qui est pas nouveau, il s'accélère simplement. C'est que effectivement, ça fait longtemps que c'est plus le métier du développeur de juste faire ligne de code sur ligne de code. En fait, enfin, de toute façon, c'est assez logique. Le code, c'est un outil. Et donc, effectivement, avec les méthodes agiles, les développeurs passent beaucoup plus de temps à grignoter des tâches qui étaient avant réservées à un product manager, product owner. Et donc ça vient l'accélérer en fait, le besoin de compréhension globale du contexte. Ok, mais alors combien de temps ça prend pour se former à l'utilisation de l'IA dans votre métier? Je pense que c'est plus longtemps de choisir laquelle prendre plutôt que de l'utiliser, concrètement. Parce qu'on est perdu entre les prix, entre les outils. On sait plus, il y a des benchmarks dans tous les sens et cetera. Donc le plus dur, c'est de choisir lequel. Alors suivant le budget que l'entreprise ou personnellement vous avez, si vous êtes prêt à consacrer quelques dizaines de dollars par mois ou pas et après l'utiliser, non, c'est tellement enfin ergonomique qu'en fait, c'est vraiment vous avez un chat, vous avez un prompt, donc vous avez un champ texte basiquement, formulaire. Alors j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de formulaire. Il y a quand même un champ texte pour le formulaire et vous posez votre question en langage naturel. Donc en fait, il y a pas la courbe d'apprentissage, elle est juste sur le fait qu'on apprend à donner plus de contexte. Parce qu'au début, comme tu disais exactement, au début, on va demander un truc trop large, trop gros. Alors, vaut mieux partir petit, quand on a imaginé son code, vaut mieux partir petit et lui augmenter des choses. Je prends par exemple, quand vous faites techniquement du Kubernetes, par exemple, vous avez besoin d'une conf, bah, vous partir petit et après on lui rajoute des éléments pour qu'il agrandisse la conf, qu'il découpe, etc. Pour compléter, je suis d'accord qu'il y a déjà un gros temps à passer sur, quel outil choisir. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que certains outils après se basent sur l'API d'OpenAI et en fait, bon, les résultats sont les mêmes quel que soit l'outil parfois. Mais je nuancerais quand même, pour moi, il y a quand même justement ce temps à pas négliger de comment j'interagis avec mon outil pour que ce soit efficace. Parce que notamment, je pense quand on débute dans le développement, on peut avoir cette idée de: «Ah bah, c'est cool, j'ai juste à demander à l'IA, elle va me faire mon bout de code». Alors que pour pouvoir gagner du temps avec, il faut justement savoir comment interagir, comment, bah, elle me donne un premier résultat, je veux le corriger, mais comment lui préciser les morceaux à corriger. Il y a certains outils qui vont nous permettre de remettre le code, de donner plus de contexte et je pense qu'on le dit depuis tout à l'heure, enfin le contexte, c'est vraiment ça qui est essentiel et finalement, il y a des mots de vocabulaire, des tournures de phrases et cetera qu'il faut connaître et ça, c'est un temps de formation pour moi qui est pas à négliger si on veut, utiliser l'IA en entreprise. Mais c'est quoi? C'est 5 jours, 15 jours, 1 an? Non, c'est pas 1 an, mais j'ai pas assez de recul, mais Après, je dirais que c'est relatif à la seniorité du développeur aussi. On va en parler, je crois après, sans spoiler. Mais, enfin, si j'ai un conseil à donner, quand on est développeur junior, on débute, faut attendre un tout petit peu avant d'aller sur ce genre d'outils. Vaut mieux, se palucher la doc, apprendre l'algorithmique. Enfin, l'algorithme, ça sollicite des capacités cognitives qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on développe, quand on commence à développer. Moi, je pars du principe que tout le monde est capable de développer. Je vois pas pourquoi il y en a qui n'y arriverait pas. Donc, c'est juste une courbe d'apprentissage. Mais il faut d'abord, si, voilà, pour la courbe d'apprentissage du prompt, moi, par exemple, personnellement, j'ai plus de 15 ans d'XP, voilà, le prompt, c'était pas très long à rentrer dedans et à comprendre que, ah oui, j'ai pas été assez précis parce qu'il m'a généré du code, donc j'ai bien vu que j'ai pas été assez précis. Mais pour ça, il faut une expérience sur le code, je pense quand même. Bon, ouais, faut quand même il suffit d'appeler l'ENI et de faire une formation qui dure 3 jours, pour implémenter l'IA en tant que développeur.
Mais non, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose que tous les développeurs font, qui est le pseudocode, de se dire ok, je veux implémenter une méthode et en fait je vais la casser en sous-étapes pour arriver à faire ma méthode. Donc si on prend un truc plus généraliste, en gros de se dire admettons faire du thé, bah, le pseudocode ça serait ok. D'abord je dois brancher ma bouilloire, ensuite je dois venir mettre de l'eau dedans, ensuite bref, et tout ça, c'est mes étapes en fait, et ça va faire mon pseudocode. Et quand on fait de l'algorithmie ou quand on fait des méthodes en général, on va toujours être dans la réflexion de quel est mon pseudocode pour y arriver. Et ça, c'est un skill qu'on apprend et qu'on améliore en codant. Et c'est une des choses les plus fondamentales. Et effectivement, si on essaye d'aller directement en tant que junior sur de l'IA, bah, en fait, on va pas apprendre à faire ce truc-là. Et en fait, on va être un peu condamné à être mauvais. Donc, en fait, il n'y a pas de. Commencer, ça se fait en 2 heures. Faut reprendre un outil. Après, performer, bah, ça prend un peu de temps et c'est progressif, quoi. Et il n'y a pas que l'IA, il y a aussi les compétences de dev. Et juste, je peux faire une petite parenthèse. C'est vrai que sans parler d'IA du tout, juste d'un point de vue développeur, je vois souvent les juniors qui veulent tout le temps aller trop vite au bout du truc. C'est aussi en parallèle un peu avec l'utilisation du prompt, hein. C'est-à-dire qu'on veut tout le temps. En fait, il faut mieux aller étape par étape. On appelle ça, on fait de la conception papier. Donc, une tablette, un papier, on fait des schémas, on fait des boîtes. Moi, j'aime bien au tableau faire des boîtes, des schémas, on va faire ça, ça, ça. Avant de se lancer vraiment dans le code et de tout de suite vouloir le programme fini. Vaut mieux aller étape par étape, comme le contexte où on commence petit et on a grandi. Et à la fin, on fait ce que tu expliquais, on refactor, on redécoupe son code parce qu'il fait trop de lignes et c'est invivable. Et justement, les IA aident vachement au refacto aussi. Alors déjà, les environnements de développement le font pas mal. Mais les IA aussi ont des belles propositions des fois de refacto. Et voilà, c'est tout ce que. C'est déjà très bien, merci. Alors effectivement, on est passé sur un cycle d'innovation qui est tout à fait différent que ce que l'humanité a connu, hein. Je vous parle de l'invention du feu, je ne vous parle pas de l'arrivée d'Internet. Je vous parle de cycles de produits d'innovation qui s'est très sensiblement et très fortement accéléré, puisqu'aujourd'hui, des innovations qui tendaient à sur 5 à 10 ans, voire plus. Aujourd'hui, on est passé sur 5 mois à 10 mois. Et effectivement, des nouveaux produits sortent tous les jours. Euh, mais je voudrais surtout, là, à ce stade, eh bien, faire un focus sur les impacts que tout ça a. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que on parle tout simplement d'un formulaire avec une réponse, avec un petit serveur à droite et à gauche quelque part dans le monde, ou bien ça a des impacts un peu plus forts? De quoi on parle avec l'IA en général? Les impacts, disons qu'ils sont multiples. Ils sont à la fois sociaux, donc dans les rapports humains, et aussi environnementaux, parce que c'est pas, enfin, la technologie, elle est jamais neutre, donc il y a toujours un impact. C'est pas possible d'avoir un truc qui a pas d'impact. Enfin, personnellement, j'arrive pas à le conceptualiser. Il y a forcément un impact, quelqu'un qui est lésé ou quelqu'un qui est avantagé, etc. Et dans l'IA, c'est vrai que ce qui va coûter vraiment beaucoup de ressources, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret, hein, Chat GPT, pour le citer, qui a entre guillemets avalé Internet, il n'a pas fait ça comme ça. Il faut des serveurs, il faut des machines. Après, ça rejoint un peu les sujets autour du cloud où on n'a plus de serveurs à la maison, mais on a les serveurs dans le cloud, donc c'est pareil, hein. Il y a des gens qui provisionnent des machines. Donc ça veut dire derrière tout ça, il y a des techniciens, des gens qui font du cable management, qui organisent des data centers, pour l'IA, qui mettent des GPU, qui mettent des puces graphiques parce que c'est très performant. Donc l'impact, il n'est pas neutre, clairement pas. Mais après, je dis toujours, c'est bien de mesurer un impact, mais il faut voir avec quoi on le compare aussi. Et là, c'est encore plus compliqué. Pardon, c'est encore plus compliqué du coup. C'est que si l'IA donne la réponse en 3 secondes, alors qu'avec un système ancien, j'aurais fait en 1 heure, est-ce que l'impact n'est pas contrebalancé aussi? À ma connaissance, il n'y a pas forcément trop d'études aussi disons des méta-études sur ça, des méta-analyses, mais il faut toujours l'avoir en tête que tout ce qu'on met avec les systèmes avec lesquels on interagit, là, la vidéo, etc., il n'y a rien de neutre. Et donc l'IA aussi, c'est bien de faire son autocritique aussi. L'IA aussi n'est pas neutre quand on l'utilise, ça prend des ressources, mais quand on fait tourner le modèle, en fait, mais quand on va l'entraîner, c'est là où ça va consommer beaucoup. Et ça va durer, j'ai pas les temps d'entraînement de ChatGPT en tête, mais ça va être assez long quand même.
je crois que c'est plusieurs mois, hein, donc effectivement, il y a un énorme coût, environnemental, hein, faut pas se leurrer, mais après quand on fait des recherches Google, enfin, tout effectivement, enfin, faut voir avec quoi on compare. Je voulais revenir aussi sur le coût sociétal qui a été, évoqué rapidement. C'est vrai que, bah, comment est-ce qu'on entraîne, ces IA? Avec plein de données dont une partie est annotée et cette annotation, bah, elle est aussi, manuelle, faite par des personnes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même aussi tout un business caché, de l'annotation de données, bah, par des personnes, très souvent précaires, exploitées. Vous pouvez les chercher sur Google, ChatGPT qui a exploité, des travailleurs au Kenya, par exemple, voilà. Il y a enfin, après, il y a des solutions, hein, qui existent pour avoir des cercles plus vertueux et cetera, mais derrière les IA, pour qu'elles soient aussi performantes, pour que ChatGPT soit aussi poli et ne déborde pas et dise pas de choses, racistes et cetera, comme des IA dans le passé ont pu le faire, il y a eu de gros coûts humains pour annoter manuellement des données, donc c'est aussi quelque chose, qu'il faut avoir, en tête. C'est les mêmes coûts humains qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc dès qu'il y a une vidéo que vous envoyez sur n'importe quel réseau social, il y a forcément un humain qui vérifie. Peut-être demain une IA, ce serait pas plus mal d'ailleurs parce que ça évite les burn-out, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des services de filtrage de censure, entre guillemets, de censure positive de vidéos. Et ça a un coût humain assez important. On parle de gens avec des turnovers à 2-3 semaines. Donc voilà, il y a ça aussi. Et pour revenir un peu plus sur bah, les entreprises et puis nous au quotidien, c'est assez paradoxal ce qui se passe parce qu'effectivement, tu le disais, il y a une accélération, c'est assez logique, c'est la loi de Moore, enfin, la puissance de calcul ne cesse d'augmenter, le nombre de data qu'on a ne cesse d'augmenter aussi, et donc ça fait qu'on est sur une courbe exponentielle et que ça va de plus en plus vite. Mais du coup, ce qui se passe en ce moment est assez intéressant puisque l'IA donne accès à l'informatique de manière beaucoup plus accessible que ce qu'on pouvait avoir avant. Puisque pour parler à une IA, je peux lui parler. J'ai pas besoin d'avoir un développeur qui a fait son formulaire avant. Donc on a quelque part une sorte de fracture digitale qui pourrait se réduire, mais à la fois, on a des outils qui sont de plus en plus puissants et si on a des personnes qui prennent et le vrai risque, c'est que beaucoup de personnes ne prennent pas le pas, en fait, de toutes ces technologies parce que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de choses et que, du coup, on peut avoir soit, on peut être très, optimiste et se dire qu'en fait, on va avoir une fracture, technologique qui va se réduire et ça va être génial. Ou à l'inverse, on peut être très pessimiste et se dire: «En fait, on va avoir des personnes qui vont être encore une fois, sous stéroïdes et qui vont être le top 10 au niveau des marchés et cetera et qui vont être top et toute une autre partie de la population qui va être laissée en marge». Et pour moi, le rôle, bah, des agences, des ESN comme les nôtres et puis des centres de formation comme le l'ENI, c'est justement d'axer fort sur la formation et sur l'accessibilité de toutes ces choses-là et de aussi, redescendre d'un niveau, rendre les choses assez simples, parce qu'en fait, là, on va parler d'outils, on parle de plein de choses, mais en réalité, si tu reprends la question sur la formation, bah, il suffit d'y aller, quoi. Il suffit d'essayer, de jouer et en fait, on apprend vite. Alors, vous avez abordé tout à l'heure les effets dystopiques que pourrait avoir l'utilisation massive de l'IA dans nos vies, avec les impacts sociétaux qu'on peut imaginer. Est-ce que aujourd'hui, il y a un risque patent d'utiliser une IA, d'envoyer des données personnelles ou bien des données qui auraient un caractère confidentiel dans un silo d'IA? Ah bah, c'est, une discussion que j'ai avec, tous nos clients, en tout cas tous ceux pour qui on fait de l'IA. Déjà quand on parle de data, de confidentialité, il faut distinguer, 2 choses. Il faut distinguer où est-ce que la donnée est hébergée, donc sur quel serveur et il faut distinguer, l'enrichissement. C'est-à-dire que les IA apprennent et donc en fonction de, bah, si on prend ChatGPT, ce qu'on lui donne va être utilisé pour, mieux comprendre, pour plus performer derrière et donc il y a le vrai risque à mon sens, il est sur cette partie-là. Puisqu'en gros, le risque qu'on a, c'est qu'on lui donne des données confidentielles sur sa boîte, par exemple, et que demain, ça vienne leur sortir à d'autres personnes, parce qu'il a appris de ça. Alors, toutes les IA, en tout cas dignes de ce nom, ont des systèmes d'anonymisation de la donnée, sauf que l'anonymisation, c'est très complexe, comme processus. Il suffit pas de dire, «Je retire nom, prénom et basta». Quand on veut anonymiser, il faut qu'on puisse pas retrouver l'information, derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que, si je dis, je suis, Nathan Ménard, et il est, 18h et quelques, et on est à la cantine, pour donner un talk, parce que je suis speaker. Bah, si on retire Nathan Ménard,
En vrai, on sait quand même que c'est moi, puisqu'il y avait 3 personnes. Allez, peut-être qu'on ne sait pas trop entre les 3, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un sujet qui est complexe, qui est pas évident, et le vrai risque, il est là. Donc maintenant, il y a il y a différentes options. Faut savoir qu'aujourd'hui, quand on passe par les API de OpenAI, en fait, la data n'est pas utilisée pour de l'enrichissement. Mais maintenant, on peut aller jusqu'à signer des agreements. Enfin, on peut aller sur des IA open source. Il y a pas mal de choses, mais c'est complexe et c'est encore très flou, puisqu'on ne comprend pas bien justement ce phénomène d'anonymisation. D'accord, donc c'est un vrai sujet en tout cas, avant de choisir un outil d'IA, une vraie question à se poser au départ. Ouais, depuis quand même pas mal d'années, depuis l'arrivée d'Internet, qui a commencé à, mine de rien, pomper une partie des données personnelles des gens, on voit que chez les clients là, qui nous demandent, il y a une vraie interrogation. Elle est où ma donnée? Et de la même manière que quand ils vont utiliser des cloud providers, enfin des étrangers, où est la donnée? Alors on peut choisir Dublin, Europe, Suisse, Luxembourg, on peut choisir étranger, etc. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act qui fait que, enfin, il y a plein de trucs. On a la chance dans l'Union européenne d'avoir la RGPD. Alors, aucun système n'est parfait, mais moi je pense sincèrement qu'il y a un effort de fait. Côté RGPD, c'est assez strict, hein. Alors c'est chiant d'accepter les cookies, de refuser les cookies, c'est chiant, c'est vrai. Mais c'est la RGPD qui dit que tous les sites doivent proposer ça. Et c'est quelque chose de pénible quand on est sur internet, mais c'est quelque chose qui nous protège, en vrai. Et donc de là, ils ont, alors je sais pas si on en parle maintenant, de l'IA Act qui vient d'être ratifié, enfin accepté par parce qu'il faut l'unanimité des pays, bien entendu, en Union européenne. Donc l'IA Act qui a été validé par la France et l'Allemagne récemment là, et puis hier, tous les membres de l'Union européenne, si je dis pas de bêtises, hier ou aujourd'hui, je sais plus, hier. Et il y a un effort. Alors pour une fois, ça va vite parce que ChatGPT, c'est il y a 2 ans, donc c'est pas mal. 2 ans plus tard, on a des lois qui arrivent, c'est quand même pas mal. D'habitude, il y a beaucoup d'inertie, beaucoup d'incompréhension aussi de ceux qui votent ces systèmes-là. C'est ceux qui votent les lois aussi. Il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils se vulgarisent comme de tout un chacun en fait, hein. C'est pas des magiciens, on leur apprend, on leur explique. Et du coup, c'est vrai que grâce à ces lois-là aussi, on a des protections qui se mettent. Mais après, j'ai envie de dire, pour les données personnelles, c'est pas forcément un problème propre à l'IA, c'est un problème propre à votre utilisation d'internet. Donc qu'est-ce que vous en faites? Par exemple, moi, alors, si les gens qui me reconnaissent, ils sont peut-être déçus, mais des fois sur les sites, je mets pas mon vrai numéro de téléphone. Le formulaire dit: «Le champ est obligatoire», bah, je mets un numéro de téléphone qui ressemble à un numéro de téléphone, c'est pas le mien. Alors désolé pour la personne qui va se faire appeler, mais en même temps, on m'impose un champ obligatoire que j'ai pas envie de remplir, donc bah, je remplis une fausse information. Je voilà, pour éviter que mes données soient trop exposées et on est tellement bardé de pubs sur notre téléphone que c'est chiant. Et c'est toute la question de la fiabilité de la donnée qui peut être utilisée aussi dans l'apprentissage des IA. Voilà, ouais, c'est ça. Donc si on veut pas, faut éviter de mettre des infos personnelles qui sont publiques. Enfin c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il faut bien tuner, tout ce qu'on affiche, tout ce qu'on étend, et cetera. Pour que quand l'IA s'entraîne, qu'elle va s'entraîner sur des données publiques, qu'elle interprète pas trop non plus, les données, quoi. Et c'est pour ça que sur ces sujets de confidentialité, tu parlais tout à l'heure de le problème de si un dirigeant prend pas de décision en fait par rapport à l'IA, on se retrouve avec plein d'outils dans les mains de tout le monde dans tous les sens. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque justement sur l'IA en fait que chacun fasse un peu à sa sauce et qu'on a de la data qui fuite mais dans absolument tous les sens et que ça soit pas maîtrisé. C'est pour ça que il y a un vrai enjeu, et il y a beaucoup de boîtes qui le comprennent et qui vont dessus, mais toujours pareil, il y a des boîtes qui vont vite, d'autres qui vont moins vite. À mon sens, venir centraliser les sujets d'IA, soit en créant des surcouches d'IA avec une plateforme qui est spécifique à l'entreprise, soit simplement en mettant des règles sur l'usage et en allant sur des solutions comme GPT Enterprise ou autres. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu à canaliser ces efforts. Alors peut-être que pour mettre à l'esprit de toutes et tous les risques d'utilisation de la donnée par des réseaux neuronaux, c'est effectivement l'IA Act qui a été signé seulement 2 ans après l'avènement, on va dire, d'OpenAI. Ça montre un petit peu le danger et la prise en compte des autorités face à cette utilisation. Toute l'équipe technique derrière me dit qu'il faut que j'avance, donc je vais avancer, je vais passer au sujet qui va peut-être en tout cas, qui va parler d'avenir, l'avenir de l'IA pour les développeurs, l'avenir de l'IA aussi peut-être au sens un petit peu plus large du terme. Alors, la grande question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que aujourd'hui l'IA
va remplacer le développeur? Alors c'est une question volontairement fermée, mais Non. pouvez-vous détailler s'il vous plaît? Alors pour répondre, moi je dirais non. Effectivement, en tout cas, on n'est pas du tout encore à ce stade-là. Par contre, elle va clairement faire évoluer le métier. Ça, je pense qu'elle est déjà en train de le faire évoluer, et on en a beaucoup discuté. Enfin, ça fait évoluer les usages, ça, permet de gagner du temps sur certaines tâches et cetera. Donc je pense pas que ça le remplace, mais ça va faire évoluer le métier au quotidien. Ça va, enfin, faut voir ça comme un outil supplémentaire qui va peut-être en remplacer d'autres. Par exemple, au lieu d'aller sur Stack Overflow comme, on le fait tous, bon, bah, on pose la question à l'IA, elle nous répond. Ça a plein d'avantages parce que du coup, bah, on a une synthèse, directe, ça voilà, c'est super. On n'a pas à se faire, 4 fils de discussion pour trouver ce qu'on cherchait. En plus, maintenant, elle progresse vachement pour donner du contexte parce que c'est ce qu'on pourrait reprocher des fois aux IA, elles nous donnent la réponse, mais pourquoi, faut le demander derrière. Il y a des gros progrès là-dessus et donc en ça, ça remplace pour moi des usages, qu'on pouvait avoir avant. Hem, donc là-dessus, c'est super. Après, là où le développeur, il va avoir de la valeur ajoutée, c'est, bah, pour savoir processer cette info supplémentaire donnée par l'IA, savoir quoi en faire parce que l'IA, c'est super, ça condense en fait pour agglomérer de la donnée et donner des informations, c'est top, mais c'est pas une IA qui va nous dire, on part sur Angular ou sur React, quoi. Enfin, les choix techniques et le pourquoi et l'adhésion avec les besoins du client, c'est pas l'IA qui va le faire et justement, bah, là, le développeur, il a toute sa valeur ajoutée et donc du coup, enfin, faut juste qu'il y ait une symbiose intelligente pour moi entre l'outil qui est l'IA et pour moi, enfin, faut rendre compte que ça reste un outil. Peut y avoir beaucoup de fantasmes parce que c'est de l'IA et enfin, je simplifie, mais c'est Terminator, quoi, à la fin. Sauf que, bah, non, enfin, c'est un outil de recherche sous stéroïdes, comme disait Nathan. Faut pas se bloquer et se dire: «Je veux pas l'utiliser, ça va me remplacer». Bah, non, faut juste voir à quoi ça peut me servir, c'est quoi les limites et du coup, pouvoir faire évoluer son quotidien de développeur, en conséquence, pour moi. De En fait, je partage le constat que tu as aussi, je vois ça comme un outil aussi personnellement. Alors après je suis pas un prophète, hein, heu, mais bon, par rapport à ce que je vois à l'heure actuelle, moi je vois que c'est un outil qui va m'aider, qui va m'empêcher d'aller sur internet pour, rechercher des trucs et d'être alpagué par autre chose. C'est vrai, ça arrive, hein, comme quand tu es au supermarché, tu viens pour quelque chose et tu es alpagué par autre chose, de la même façon, c'est le même processus et après ça va pas remplacer les développeurs au sens la communauté du développeur. Mais par contre, ça va peut-être, disons, faut pas se le cacher, les gens qui voudront pas se l'approprier, ça va peut-être les ralentir. De la même manière que, les langages dans l'informatique, les langages évoluent, les frameworks évoluent, les librairies évoluent et si on se met pas c'est un métier qui est en constante évolution. Donc là, à l'heure actuelle, on cherche des développeurs Java, des développeurs front et cetera et les gens qui sont restés sur des anciennes technos, alors ils ont encore un peu de travail, il y a encore du boulot quand même, mais finalement s'ils veulent continuer à pouvoir travailler, ils s'adaptent aussi à ce qui est demandé aux technologies qui sont actuellement utilisées. Donc l'IA, c'est un peu pareil. Un peu comme, le menuisier qui avait un rabot et son rabot et le menuisier d'à côté, il a eu un rabot électrique. Donc il est plus performant. Il fait le même métier, la même chose, sauf qu'il y va plus vite. Parce qu'avec un rabot électrique, on va plus vite. Donc je vois ça comme, un outil. Personnellement, je me sens pas, remplacé. Je me sens plutôt, aidé par quelque chose qui est intégré dans mon environnement de travail. Mon environnement de travail, moi, c'est l'IDE. L'IDE, c'est l'environnement de développement, donc c'est Eclipse, IntelliJ, VS Code, Visual Studio, enfin Visual Studio pour faire du C# et cetera. Donc c'est mon outil de travail, c'est un logiciel qui est sur mon PC, qui est installé et dedans, bah, j'ai un prompt qui m'aide. Ou alors, quand c'est GitHub Copilot, vous ouvrez un commentaire, ça voilà, vous avez le prompt, directement dans le code et il a comme contexte, je dis pas de bêtises, GitHub Copilot, les fichiers ouverts. C'est plusieurs fichiers de code ouverts, il va avoir ça comme contexte de travail. Bon, je vous fais une séquence comme ça, vous pourrez couper sur YouTube et mettre ça en intro. Oui, l'IA va remplacer le métier de développeur, heu et ce que je veux dire par là, c'est en fait, c'est le développeur, qui n'existe plus, le développeur, à l'ancienne qui est là juste pour, faire des milliers de lignes de code, sans, réfléchir. Ça, à mon sens, ça n'existe déjà plus. Donc oui, ça, l'IA va le remplacer et à mon sens, l'IA va élever, mais tout comme, enfin cette élévation, elle est déjà en cours, hein, elle va élever, les développeurs sur des réflexions beaucoup plus globales et moi mmh, mon analyse, c'est que la frontière entre les développeurs et les product owners, product managers est de plus en plus fine.
dans les réflexions et les capacités que les développeurs vont avoir. Après, c'est toujours le même débat, ça fait toujours peur quand il y a des outils comme ça. On a eu exactement, à mon sens, la même chose quand le no-code est arrivé. Tout le monde disait: «C'est la fin des développeurs, c'est terminé, machin». Évidemment que non, en fait. La vraie différence entre le no-code et l'IA, c'est que le no-code, c'était presque vu comme soit en dev, soit on utilise du no-code, alors que là, c'est des outils qui vont booster les développeurs. Mais du coup, ce qui va se passer pour les développeurs, mais comme pour absolument tous les métiers, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les développeurs qui n'utilisent pas de l'IA vont être remplacés par les développeurs qui utilisent de l'IA, mais on gardera les développeurs. D'accord, c'est relativement clair. Je vais juste avancer, je suis désolé. On va parler peut-être maintenant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'IA va générer du code, on va dire à faible valeur ajoutée, ok, très bien. Mais on sait très bien en tant que développeur et développeuse que ben, on peut arriver de plusieurs manières à un même résultat. La différence qu'il va peut-être y avoir, c'est la performance du code et l'utilisation de puissance inutile pour réaliser le même résultat. Est-ce que vous pouvez m'étayer un petit peu ce qu'est la qualité de code généré par l'IA? Est-ce qu'on est certain que c'est un code de qualité ou bien on peut commencer à émettre des doutes? Par moment, on peut avoir des doutes quand même. En fait, il y a sur développer.com, là, il y a des chercheurs qui ont développer.com a fait un article sur des chercheurs qui critiquaient justement l'augmentation du code dupliqué, même au sein d'un même projet et du coup, par définition, une baisse de la qualité du code. Il y a en fait, quand on fait du développement, il y a ce qu'on appelle des anti-patterns et le premier anti-pattern qu'on apprend, c'est le copier-coller. Des fois, ça nous arrange parce que ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Et des fois, c'est juste un copier-coller bête et méchant et finalement, on fait de la duplication de code. Alors, on a des outils qui permettent d'analyser ça, de faire de la qualité de code, comme tu le dis. On a des indicateurs. Alors, moi qui fais du Java et du front, il y a Sonar, par exemple, qui est un outil assez puissant. C'est pas de l'IA d'ailleurs, c'est un outil classique, on va dire, qui permet voilà, la qualité. Et la qualité, ça entraîne quoi? Ça entraîne la maintenance du code. Parce que il y a toujours le développeur qui dit je fais un code, je reviendrai dessus dans 2 semaines. Mais en fait, on n'y revient jamais dessus. En fait, faut pas se le cacher. On revient jamais sur du code qu'on a fait il y a 2 semaines. Sauf si on a des process assez stricts de qualité de code parce qu'on fait du logiciel certifié, on fait des choses comme ça. Mais quand on fait de l'informatique de gestion comme nous on fait, des fois on fait un petit bout de code dont on n'est pas très fier et je dis bon, moi je reviendrai dessus dans 2 semaines, mais en fait j'y vais jamais dessus. Donc la qualité de code, c'est ça en fait. C'est pour moi, est-ce que ma vision de la qualité de code, c'est demain, quelqu'un d'autre va le maintenir et doit le comprendre. Ça peut être moi dans 6 mois aussi, ou je sais plus ce que j'ai fait il y a 6 mois. Et donc c'est pour ça que quand on utilise l'IA, il faut faire gaffe aussi de ne pas régénérer du code, parce que des fois, on a des bases de code avec plusieurs millions de lignes, donc on ne sait plus si ce bout de code-là existe déjà ou pas. Donc c'est là où il y a toutes les process de revue de code qui sont là aussi pour vérifier ça. Et du coup, l'IA peut amener ce problème de genre, je fais que de générer du code, j'ajoute. Et j'ai toujours moyen de code, moyen de bug et moyen de code à maintenir. Donc en fait, Ok, d'accord. Par rapport à l'IA générative qu'on connaît, alors de ce que j'ai cru comprendre de ce que vous avez dit en introduction, c'est que c'était un peu des planches à clous, c'est-à-dire qu'on n'était pas certes des réseaux neuronaux, mais qui apprenaient des choses, mais qui n'avaient pas finalement alors Aurélie est temps de me parler. Ah oui, d'accord, là. Ouais, concert de rap, c'est ça que tu es en train de me dire. Ok, d'accord. Et donc, et, et donc, on est en face à des IA qui ne réfléchissent, qui ne sont pas, donc elles ne sont pas en capacité de générer des choses qui n'existent pas, c'est ça? Et est-ce que demain, ce sera le cas ou pas? Je vais reprendre la formule, je suis pas prophète. En tout cas, on n'y est pas encore, très clairement. On est sur des IA aujourd'hui qui agglomèrent plein de choses et qui me donnent un sentiment de créativité. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression quand j'échange avec ChatGPT qu'il me crée des phrases juste pour moi, ma petite personne, donc enfin, ça reproduit très bien. Ou si on part justement, sur Dall-E, par exemple, qui crée des images et cetera, ça reste une nouvelle image dans le sens où c'est pas un copier-coller d'une œuvre existante, mais ça reste un agglomérat de plein de choses qui ont déjà été vues et qui sont agglomérées, ce qui pose plein de questions de droit d'auteur et cetera.
Donc on peut quand même se poser la question de est-ce que va pas y avoir un cycle un peu d'entretien, de trucs moyens? Parce que, bah, si on lui injecte pas de nouveautés et qu'on crée des choses qui sont générées par l'IA et qu'après on les redonne à l'IA pour qu'elle s'améliore, bon, bah, est-ce qu'il va pas y avoir un cercle un peu d'immobilisme et au bout d'un moment, bah, on perd en créativité? Et ça revient à la question de la qualité précédente, c'est que, bah, en plus, on n'a pas vraiment de garantie de qualité parce que, enfin, c'est des processus mathématiques hyper complexes derrière et cetera et de pourquoi quand je veux générer telle méthode, qui, vérifie si un nombre est pair, il me le fait de telle manière ou de telle manière, bah, en fait, on ne sait même pas vraiment le dire. C'est statistique, c'est peut-être que c'est ce qu'il a le plus vu sur internet, mais on ne sait pas. Donc, il y a tous ces enjeux effectivement derrière. Donc c'est une vraie question à se poser, effectivement. Adrien? Non, c'est ce que je disais, au tout début là quand on a présenté. C'est que oui, pour moi à l'heure actuelle, l'IA est pas créatif. Pour moi, enfin, encore une fois, la créativité et l'art, c'est quelque chose de purement subjectif et personnel. Donc, il y a pas de règle absolue. Il y en a qui vont trouver que c'est de l'art, d'autres non et cetera. Il y a personne pour dire ce que c'est de l'art ou pas en fait, quelque part. Et j'ai un ami à moi qui est artiste, je le salue s'il me regarde, mais je pense pas. Et on a des débats à n'en plus finir sur Messenger, on passe des heures à parler de ça. Et je lui ai dit pour le taquiner l'autre fois, mais quand tu vas au musée, tu as des tableaux de Monet et derrière tu fais un tableau qui ressemble, quelque part, c'est pas de l'IA. Quelque part, tu t'es inspiré de ce que tu as vu pour faire de la création. Donc là, il y a un débat qui se met en place. Et pour dire ce que tu disais tout à l'heure, je me rappelle la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, j'étais dans mon lit, je me disais: «Tiens, je vais aller voir». Et au début, j'étais bluffé, je fais: «Ah, c'est incroyable et tout». Puis, quand je continue à creuser, bah, finalement, on dit: «Ah bah non, en fait, il raconte n'importe quoi». Et il faut faire attention parce que ChatGPT, ça peut faire des fake news, ça peut faire des choses fausses. Pour donner un exemple hyper simple, sur des playgrounds, des fois, on pouvait voir, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais à un moment donné, on pouvait voir, vous pouvez mettre Christophe Colomb a découvert, l'Amérique en, et si je mets Adrien a découvert l'Amérique en, je vais avoir la même réponse. Donc il faut avoir en tête que c'est l'IA générative qui détecte le prochain mot, mais si vous voulez, avoir de l'info concrète, eh bah, allez sur Wikipédia, en fait. Voilà. Il faut faire attention à ça aussi. Et encore. Et encore. Mais ça reste communautaire et cetera. Mais oui. Tout à fait. OK. Donc effectivement, on a tendance à surestimer peut-être les IA d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance à sous-estimer les IA de demain? Ah ouais, celle-là, elle était pas Ah, notée, c'est celle-là. ouais. Bah, c'est compliqué. En fait, fondamentalement, on est incapable de prédire ce qui en fait, les vrais impacts négatifs que va avoir l'IA, on est conceptuellement incapable de les comprendre. Si on avait, su que quand les réseaux sociaux, ils sortaient, ça allait, faire qu'on avait un nouveau président américain, et que ça allait biaiser tout un tas de tous les élections, personne n'aurait anticipé qu'on arriverait à ce genre de choses. Et donc on sait pas. Après la vraie crainte que beaucoup d'Américains ont, c'est, heu, le moment où on va arriver à ces stades de AGI, ASI, enfin en gros avec des IA qui nous matchent en tout point. Donc des IA qui ont une conscience, des IA qui ont de la créativité réelle et du coup le scénario catastrophe, c'est, de ce moment-là, il y a une IA qui va se dire: «Bah, je vais créer une IA». Sauf que du coup, on la contrôlera pas, l'IA qui l'a créée et du coup là, c'est la fin du monde. Bon, mais ça, on en est, très, très loin, donc ça va. OK, merci. Donc du coup, bah, là, l'équipe technique est prête à m'étrangler, donc on va passer à la conclusion. Non, non, non. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire, sur l'IA, pour les développeurs et les développeuses aujourd'hui? Alors, tout en sachant que ce qu'on se dit aujourd'hui par rapport au cycle d'innovation, bah, sera peut-être pas valable dans 3 mois, évidemment, on le sait, mais il faut bien qu'on avance. Je vais peut-être, je sais que dans la préparation, vous aviez, posé des outils, peut-être, donner des outils aux gens pour qu'ils puissent repartir avec? Hem, Si on prend juste, il reste du temps quand même un petit peu ou? Ouais, il reste, 5 minutes. Il reste un quart d'heure. 5 minutes Pour pour faire court, tester. vous avez 2 types d'outils. Vous avez les outils, ce qu'on appelle, payants, propriétaires, et après il y a des outils, ce qu'on appelle open source. Donc là, on a des outils, type, Copilot, Tabnine, l'IA Assistant d'IntelliJ, qui est derrière, sur, OpenAI, Llama 2 et un autre modèle propriétaire, je crois. Donc là, c'est des outils payants, propriétaires.
Donc, vous n'avez pas la main dessus. Vous êtes juste là pour payer et l'utiliser. Et après, il y a des outils open source. Et là, il faut en parler, c'est important qu'on en parle ce soir. Il y a la startup Mistral, qui est Cocorico, une startup française. Il ne faut pas se dénigrer en France, hein, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de Français dans l'IA. Il ne faut pas se dénigrer, il ne faut pas faire petit bras. On est très bon en IA en France, il faut le dire. Et on a donc la startup Mistral, qui a sorti des modèles généralistes, mais on peut lui faire deviner du code, hein, je pense, ça doit marcher. Et en fait, là, on est, par exemple, pour vous donner un exemple, normalement, là, les modèles OpenAI, tout, faut des serveurs pour les faire tourner, les instancier, donc les démarrer, etc., avec des milliards et des milliards d'entrées. Et là, ils ont sorti un modèle à 7 milliards, où j'ai un collègue l'autre fois qui l'a fait tourner sur sa machine. Alors, il faut une bonne machine quand même, à 2-3 000 euros, mais qui a réussi à le faire tourner. Il l'a mis en local, il l'a démarré avec un outil, avec LM Studio, et il a pu faire Mumuse avec. Par contre, faut quand même une bonne machine. Faut pas se le cacher. Il faut soit des bons GPU, des bonnes cartes graphiques, soit pas mal de processeurs, hein, quand même. Mais là, on arrive à avoir un modèle open source qui tourne sur votre machine. Donc là, les données, elles sortent pas en fait, parce que l'outil intrinsèque, il se connecte pas à Internet. Le ChatGPT, il se connecte pas à Internet. Enfin, le modèle quand il tourne, il n'est pas branché à Internet. Donc là, on a on a soit donc les outils payants. Donc dans une entreprise, on va dire que si vous juste un logiciel payant, vous êtes entre guillemets vendor locking, c'est-à-dire que l'entreprise va être mariée avec l'outil. Et si elle construit toute sa solution autour, si demain l'outil change d'outil, c'est plus compliqué. Mais aussi, on peut imaginer des entreprises qui sont assez grosses et qui peuvent avoir un modèle open source, l'héberger, le faire tourner, l'entraîner, lui donner du contexte, et même l'entraîner pour faire un peu plus de code, l'entraîner sur sa base documentaire, parce qu'il y a des outils qui existent où on envoie des documents en PDF et compagnie, on les stocke dans des bases vectorielles et puis ça sert à donner du contexte. Enfin, il y a plein de trucs, il y a pas mal d'architectures qui commencent à sortir. Donc, et après, pour en revenir aux développeurs, pour l'instant, on est surtout sur des outils payants qui sont dans les IDE. Mais pour moi, il y a des outils open source français qui ont une belle marge de progression et qui peuvent, voilà. Je pense qu'ils peuvent bien aider. Ok, merci. Nathan, peut-être pour finir, et Marie? Pour finir, bon, on verra peut-être sur les outils après dans les questions-réponses, mais ce qu'il faut avoir en tête, enfin, ce qu'il faut peut-être retenir de ce qu'on se dit, c'est que l'IA, c'est un accélérateur. Et dans ce contexte-là, on n'a jamais eu autant besoin de structure, que ce soit dans les process de développement, que ce soit dans les process d'entreprise au global, qu'aujourd'hui. Et ça va être de plus en plus le cas, parce qu'on va être sur des fonctionnements, du coup, on est sur des fonctionnements agiles de plus en plus, sauf que l'agilité, c'est canon, mais le problème, c'est que du coup, on met tout le monde sur le même stade, et si on a un rouage qui s'effondre, en fait, c'est tout le système qui s'effondre. D'où l'importance du coup d'avoir des process de développement qui sont hyper structurés, d'avoir des vrais principes pour pas avoir des devs qui vont faire des lignes et des lignes de code, pour vraiment faire du refactoring, pour avoir des enjeux de qualité. Et ça s'applique aussi sur les processus d'entreprise. Et donc, le vrai conseil, moi, que je donnerais aux développeurs ou même à tout le monde, c'est d'expérimenter avec les outils. Ça, c'est important pour vous familiariser avec. Voyez ça comme vous allez jouer un peu. Mais quand vous allez aller sérieusement après dans l'IA et dans l'implémentation dans vos pratiques de développement ou d'entreprise, posez-vous vraiment la question, ayez une vision très macro, posez-vous la question du cadre total dans lequel ça s'implémente, parce que si l'IA, c'est quand même complexe, et donc si on commence par un système qui est directement hyper complexe, il va être voué à l'échec. Donc mettez un cadre simple, commencez par des outils simples, allez-y progressivement, et petit à petit, vous pourrez avoir plein de temps pour faire d'autres choses, puisque du coup, vous irez beaucoup plus vite pour coder. Merci Nathan. Marie, peut-être pour conclure? Désolé, Adrien. Oui, un petit mot de la fin. Moi, je dirais que tout l'objectif pour moi, là, en tant que développeur, ça va être de trouver un juste milieu dans le positionnement par rapport à l'IA. C'est-à-dire de pas, parce que c'est encore récent finalement, on disait OpenAI, c'était il y a 2 ans, enfin, c'est passé en un clin d'œil. Et du coup, il y a un peu des attitudes extrêmes, soit qui vont dire: «Ouh là, non, plus jamais, ouh là, on va tous mourir». Bon, si dans 2 ans, on est tous gouvernés par des IA, vous pourrez revenir me dire que j'avais tort. Mais faut pas avoir un rejet de principe, et faut pas non plus avoir le truc de: «Oh là là, faut que demain, je sois à 100 intégré avec toutes les IA de la planète et que ça soit fantastique». Il faut, voilà, ce qu'on a dit, le voir comme un outil, quelque chose qui est là,
qui va s'intégrer très certainement au quotidien dans le métier de développeur. Mais comme le disait Nathan, en fait, il y a plein d'autres choses et il faut juste réussir à l'utiliser intelligemment. Pour parler un peu d'outils, moi, j'aurais tendance à dire que là, il y en a tellement, justement, tout le monde se met sur le créneau. Choisissez l'outil le plus facile à intégrer à votre processus quotidien. Ça sert à rien de perdre en plus du temps d'intégration, de prise en main. Si vous êtes sur JetBrains, typiquement JetBrains AI, allez-y, je pense. Donc voilà, trouver, une manière de l'utiliser, sans douleur, tranquillement, l'intégrer sans se presser et puis ça va bien se passer. Adrien, pour conclure. Rapide. Non, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est un collègue qui me regarde, il va me reconnaître. RTFM, lisez la doc en fait. Regardez ce que fait l'outil, comme tout ce que vous utilisez en fait. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'être mécanicien, de réparer votre voiture, mais au moins savoir un peu comment elle tourne la voiture. Ben là, c'est le même principe. Donc soyez critique sur tout ce que vous faites, soyez curieux. Donc c'est-à-dire, j'ai un outil, il n'y a rien de magique. Donc il y a plein de contenus de vulgarisation qui existent, gratuits sur plein de sites, complètement gratuits, vraiment. Il y a juste à payer un abonnement Internet. Et donc soyez critique, soyez curieux et surtout soyez éthique et aussi regardez voilà, le cas d'usage pour moi c'est le plus important. Et l'impact que peut avoir l'IA sur notre écosystème. Ok, merci à tous les trois. Merci pour toutes ces précieuses informations. Donc effectivement, moi ce que je retiens, c'est que c'est pas l'IA qui va remplacer le développeur, mais c'est le développeur qui utilise l'IA qui va remplacer le développeur. Donc c'est à prendre en compte aujourd'hui, mais en conscience, c'est-à-dire il y a des impacts, il y a des risques, et tout ça, il faut bien les prendre en compte. Merci en tout cas à tous les trois. On va passer la parole à vous, c'est-à-dire à toutes vos questions que vous avez. Alors, on va compiler les questions qu'il y a en distanciel, parce qu'il y a beaucoup plus de monde en distanciel. Et on va commencer par, si vous avez dans la salle des questions, une question particulière, ou alors on commence par les questions de ceux qui sont à distance. Alors, on a une question de Soise. Pour vous, l'employabilité de demain passe donc forcément par la maîtrise de l'IAG. Question fermée, mais... Oui. Merci Nathan. Non, mais ça va. En fait, on se pose plus la question aujourd'hui d'avoir des personnes qui utilisent un ordinateur et qui utilisent Internet. L'IA, ça va faire partie de notre quotidien. Donc oui, complètement, je pense. Oui, si je peux apporter mon point de vue de formatrice, c'est vrai que nous, on commence à l'intégrer, en fait, dans les cursus. Moi, il y a des questions, en fait, des apprenants de est-ce qu'on doit, ne pas les utiliser parce que c'est mauvais? Est-ce qu'on doit, au contraire, être performant? Donc on commence à répondre à ces questions et à former. Moi, ma réponse, justement, c'est, il faut pas se reposer que là-dessus. On disait tout à l'heure, les bases fondamentales de la programmation de l'algorithmique, ça reste nécessaire. Mais de savoir que ces outils existent et comment les utiliser de manière basique, oui, ça va devenir, en fait, un outil parmi d'autres. Comme avant, il fallait savoir chercher correctement sur internet la réponse, à une question. Ouais, en fait, alors, je pense quand même qu'il faut connaître la techno. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'offre d'emploi où l'IA est un critère rédhibitoire, mais peut-être que dans l'avenir, ça y viendra sûrement. Donc comme tout développeur, hein, faut se tenir au courant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, en 2008, j'étais dans une équipe, je pissais du code, c'est pas moi qui livrais, c'est pas moi qui installais en prod, c'est pas moi qui maintenais la prod. À l'heure actuelle, on fait tout en tant que développeur. On fait les interactions avec les métiers, on fait des specs, on fait de la conception, on fait du code, on fait du test aussi des fois, on fait de l'installation, on fait des suivis de prod, on fait des fois des astreintes de prod. Le développeur à l'heure actuelle, là il y a un terme qui commence à émerger, le développeur Mac. Alors regardez sur internet, MACH. J'ai plus le microservice API, je sais plus trop tous les termes. Mais en gros, maintenant le développeur, c'est plus un pisseur de code, c'est le point central du projet. Et l'IA générative en fait forcément partie dans l'avenir. D'accord, merci beaucoup. On a une deuxième question de Ben. Est-ce que vous avez un avis et des conseils pour avoir une IA en local, entraînée par soi-même et adaptée à ses besoins? Vous avez parlé de Mistral. J'en ai parlé de Mistral, mais après, je connais pas tout l'écosystème. Moi, j'ai retenu celui-là parce que c'est français et moi, j'aime bien quand c'est français aussi. Et par contre, je vous le cache pas, il faut une machine. Là, le collègue, pour donner un exemple, le collègue qui l'a fait tourner, il a un Mac M3. Donc ça envoie un petit peu du pâté, c'est des machines à 2 000 à 3 000 € quand même. Donc si on veut le mettre en local, il faut quand même avoir un peu de ressources matérielles.
Ce serait intéressant de connaître le cas d'usage, mais est-ce que je peux donc oui, il y a des IA, open source, il y a enfin, très bien répondu, mais on me pose souvent cette question-là et souvent c'est un fantasme dangereux. Souvent quand on veut entraîner sa propre IA, c'est parce qu'on veut faire des choses qui sont très, comment dire? Des tâches très complètes avec beaucoup, beaucoup de choses et qu'en fait, souvent il y a pas vraiment de solution magique. On va être obligé de passer par du génératif et de vraiment break down, le plus possible ce la mission qu'on imagine avec son IA qu'on veut développer. Et puis dans le cadre de l'entraînement par soi-même, il y a la question de avec quelles données, qui est en fait, la question quand on fait de l'IA, c'est où sont les données? Et ça, c'est pareil, c'est là où on passe 90 du temps, hein, quand on fait vraiment, quand on rentre dans comment ça fonctionne une IA. Du coup, je dirais qu'effectivement, je suis comme Nathan, il faut s'apprendre avec précaution parce que où trouver ces données, être sûr qu'elles sont correctes pour ce qu'on veut faire, qu'elles soient pas biaisées. Enfin, il y a beaucoup de questions derrière qui se cachent, auxquelles il faut faire attention. Donc finalement, est-ce que c'est pas, exactement les mêmes processus d'innovation, enfin les mêmes, en tout cas l'IA, arrive comme un processus bien connu comme, la robotisation, comme, les travers qu'on a pu, connaître avec les gros tracteurs, pour, essayer d'avoir un peu de rentabilité en agriculture? Ou effectivement, parfois, on se pose la question: «Comment je fais?» Est-ce que j'automatise tout? Est-ce que, je fais moi-même mon propre logiciel propriétaire parce que SAP me convient pas et cetera? Ou bien est-ce qu'on finalement, on se retrouve avec les mêmes questions qu'on se pose, qu'on s'est toujours posées finalement. Bah, oui, je pense que c'est une bonne analyse, hein, effectivement. Enfin, Word, c'est super. Après, je peux le recoder à la main, mais est-ce que j'aurais la qualité? C'est Je ça. sais pas. Donc effectivement, oui, je pas plus à dire que oui. Donc tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que les IA utilisent du big data et donc ces données-là pour, effectivement faire du machine learning, ce sont des données sont forcément difficiles à obtenir et à agréger quoi, forcément. Oui, oui, c'est tout un métier, ouais, alors si vous voulez aller justement là-dessus, il y a une ressource gratuite en ligne qui est pas mal, je trouve, qui fait un bon premier pas, qui est la CS50, en computer science de Harvard, qui est assez chouette et gratuite. Donc vous pouvez commencer à regarder, ça va vous donner des bases, là-dessus sur toute la compréhension de tout ça. Mais encore, enfin, faut avoir en tête que si vous voulez créer votre propre IA, ça coûte, enfin et vous voulez être compétitif par rapport à ce qui se fait, ça coûte des milliards. Quand on voit que même Google, et a besoin de fake enfin de faire des fausses démos, pour montrer des avancées et que, même Musk n'arrive pas à matcher, sur pas mal de sujets, bon courage et C'est vive clair. Mistral parce que pour le coup, Mistral, c'est cette quête-là et c'est hyper important que, on soutienne les players français et européens puisqu'ils vont devenir de plus en plus puissants et donc le retard qu'on prend maintenant, il va être de plus en plus dur de le rattraper. Donc Mistral.io, hein. Et en France, on a tout, hein. On a OVH, on a Scalway, on a plein de boîtes françaises qui font de l'hébergement, qui proposent des machines, des data centers, et cetera. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire du souverain, on a toutes les technos et les boîtes en France pour le faire, hein, clairement. Est-ce que ça répondrait aux problématiques de sécurité, en tout cas des données et d'utilisation des données? Ah ouais, 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 complètement en fait, on sait qu'avec le Patriot Act, pour les citer eux, parce que c'est les majors, on sait que des fois on sait pas trop, même si on a les données à un endroit, s'il y a un sujet qui vient de terrorisme ou compagnie, ils peuvent choper la data. On a vu, Snowden et cetera, donc on sait pas, on n'est pas à l'abri de tout. Je veux pas être, alarmiste, excusez-moi, mais voilà, on sait pas. Alors que là, en théorie, si c'est les Français qui ont des serveurs en France, on voit pourquoi la donnée, elle partirait à l'étranger, à part s'il y a du piratage. Vu qu'il y a des guerres, il y a des guerres technologiques avec la Chine, avec, les Corées, la Corée du Nord, avec la Russie et cetera. Mais en théorie, non, pour moi, il y a tout ce qu'il faut en France ou en Europe, hein, parce qu'on est dans l'Union européenne, et tout ce qu'il faut en termes d'outils, de boîtes, de savoir-faire. Il y a pas de raison de pas y arriver et de se tourner vers des trucs clés en main tout fait. Il y a aucune raison de pas. D'ailleurs, c'est ce que nous on propose à certains de nos clients aussi, hein, des solutions qu'on développe. Vu qu'on a des développeurs, des product owners, les développeurs, ça reste un projet informatique comme un autre, hein. Et après, on peut, si le client il est assez gros, il peut avoir son propre modèle et l'entraîner sur sa base documentaire interne pour faire des choses. Là, on a Veolia par exemple, là, qui a déployé sur 200 000 personnes, ou 300 000 personnes, enfin toute leur boîte, une IA générative pour les salariés. Après, se pose la question des droits d'accès aux données dans l'entreprise et cetera. Mais ça, c'est dans l'outil. Oui, Mais la ça, c'est du partie classique. montage des données, Mais c'est du effectivement. classique. C'est pas, Et ça vient interroger cette base de données de savoir-faire finalement, et de data interne à l'entreprise. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Demain, dans mon entreprise,
je sais pas comment déclarer une absence exceptionnelle parce que je me suis marié, par exemple. Plutôt que d'aller me palucher le wiki qui est des fois pas à jour, je peux interagir avec et lui demander tiens, donne-moi la procédure, et puis j'ai une procédure qui apparaît, quoi. Ok, Nathan, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est juste que il faut avoir en tête que toujours pareil, tout ça, c'est vraiment conditionné par enfin Veolia. Je sais pas exactement le cas d'implémentation, mais ça demande vraiment toujours une structure en fait. Moi, je le vois dans les personnes qui viennent me voir chez Dracar pour de l'IA. En fait, la majorité, je les rebascule vers Dracar Accélérateur qui fait de l'implémentation de RP et qui fait de la structuration d'entreprise. Et que pareil, il y a beaucoup de fantasmes, je trouve, autour de l'IA. On a l'impression que ça va tout solutionner, que tout va être IA, tout machin. Mais en fait, non. Souvent, c'est juste de la structure et c'est pas sexy, mais en fait, c'est ça qui fonctionne, quoi. En fait, comme tous les je me répète, mais le cas d'usage, tout le temps le cas d'usage. On pourrait faire un IA Canva et dire, est-ce que le cas d'usage, il rentre dans le cadre de l'IA ou pas, en fait? Et nous, notre métier de consultant, il y a plein de VRP qui font briller les yeux de ça va vous faire gagner temps et tout, mais derrière, c'est pas magique, hein. Ça s'outille, ça se construit, ça se design. C'est des projets informatiques, moi je vois ça comme un projet informatique comme un autre. Et en tant que professionnel de l'informatique, faut être éthique, faut faire attention au cas d'usage. C'est pas fait pour fliquer les salariés des entreprises non plus. Enfin, faut faire attention. Donc, comme tout projet informatique, c'est pas forcément que l'IA. Ok, merci beaucoup. La troisième question, cette fois-ci de Xavier Brève. Quel est le degré de cloisonnement de l'IA dans le cadre d'un assistant au dev de code? Si je lui donne le factorer du code, je dois lui fournir mon code. Où va ce code? Où est-il stocké? Quid de la confidentialité, sécurité? Après, alors, pour la question, déjà, le code. Est-ce que le code, c'est sécurisé ou pas? Est-ce que le code peut aller sur internet? J'ai envie de dire, sauf quelques rares exceptions de sécurité nationale ou je sais pas quoi, du code, il y a rien dans le code. C'est juste des règles. Donc, en fait, c'est comme les histoires de Parcoursup où finalement ils ont fini par rendre le code sur internet, mais finalement dedans c'est juste des règles, il n'y a pas de sécurité dans le code en tant que tel. Sauf si on dévoile l'architecture de l'entreprise et des failles de sécurité, on dit la sécurité autour de la boîte, mais si c'est juste du code qui fait des règles de gestion métier, il n'y a rien de. Moi, dans ma vision, je ne vois pas ce qu'il y a de grave à partager son code. Mais après, c'est vrai que faut faire attention où on le met, etc. Alors, il y a des termes of service, hein, sur tous ces trucs-là, qui disent normalement, c'est pas exploité, c'est pas utilisé, etc. Donc, si on les utilise, on signe le terme of service et puis on fait confiance à ce qui nous est proposé, sans être naïf forcément. Mais moi j'ai envie de dire, la sécurité, elle est dans la data, pas dans le code. Elle est dans la data que j'ai du KYC, j'ai du client, j'ai des données clients, parce que je suis un site de e-commerce. Je veux bien foutre mon code sur internet, c'est pas grave, c'est juste des paniers, c'est juste de la recherche de produits, il n'y a rien d'incroyable. Donc mettre du code là, c'est pas grave. Par contre, mettre du code qui pourrait laisser penser comment la donnée est stockée ou est récupérée, là c'est grave. Donc faut mettre. C'est comme. De toute façon, c'est la même question qui se pose quand on utilise Stack Overflow, en fait, tout simplement, hein. Quand vous mettez du code sur Stack Overflow parce que vous avez un problème, si vous mettez des tokens et des trucs dans le code, IA ou pas, votre code il est public, quoi. Donc même sur GitHub, si sur GitHub vous avez un repo public et vous mettez des clés de sécurité, tant pis pour vous, hein, fallait pas les mettre. Mais c'est pareil pour l'IA, donc finalement tous les projets pourraient avoir leur code sur open source, enfin pas open source pardon, mais sur internet en disponibilité, que ça changerait pas. Même des fois, on a vu des applis où les gens participaient et amélioraient la sécurité de l'application parce que le code était public. Donc moi je pars du principe, pour conclure sur ce que je dis, que le code, il n'y a rien dedans en fait. C'est juste qu'il faut faire attention, il ne faut pas exposer la stack, parce qu'on peut connaître les failles de sécurité sur les versions des stacks, etc. Mais voilà, moi c'est ce que je dis sur ça. Et le vrai danger, c'est effectivement d'exposer ces données. Les données, la sécurité dans les données, pas dans le code. Dans les bases de données, genre un Doctolib, qui a une base de données Postgre énorme, ils font de la sécu, hein. Mais c'est du costaud, et puis elle est costaud la base. Oui, pour compléter. Après, je pense quand même que, il faut être conscient qu'on envoie le code quelque part quand on l'envoie dans une IA. Donc, si on veut vraiment rien partager, si on veut pas que quelqu'un sache qu'on travaille sur tel langage ou parce que les variables sont nommées d'une manière, il y a toujours dès qu'on partage, il y a un risque. Donc, ça après,
Il y a eu un talk sur la sécurité, donc je vais pas partir là-dessus, mais après, effectivement, sur les outils, si on paye, on peut avoir des garanties. Sur les produits gratuits, bon, voilà, c'est toi le produit, donc qu'est-ce qu'ils en font? Enfin, la donnée, c'est l'or du 21e siècle, on dit, donc je serais étonnée que tous ces prompts et toutes ces données qu'on donne ne servent à rien. Donc faut être conscient, à partir du moment où elles sont envoyées, il y a un risque. Et avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, même avec l'utilisation des API, est-ce que la data est aussi peut-être aussi utilisée pour entraîner les modèles et aussi stocker ces prompts et ces Bah, résultats? ça peut, ouais, aussi. Alors après, ça reste très coûteux, hein, d'entraîner le modèle. D'ailleurs, ChatGPT me dit toujours, par exemple, que ces données sont valables jusqu'à 2021. Bah, c'est un autre souci, hein, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais la mise à jour et cetera. Donc faut pas se dire que forcément tout va être utilisé. Mais maintenant, c'est sûrement stocké quelque part, au moins en partie et cetera. Enfin, si on veut être sûr que rien ne sorte, c'est sûr que, bah, faut pas utiliser ou alors faut se faire un modèle interne ou payer avec des garanties de service. Après, même si, ils récoltaient toutes les données, on prend un Copilot, il y a tellement une masse de données tellement énorme que je suis même pas sûr qu'ils arriveraient à l'exploiter, en fait. Ils pourraient faire des trucs, mais je suis même pas sûr qu'ils seraient en capacité de processer et de stocker autant de data, en fait. Parce que c'est pareil, toutes ces données, même si, ils chopent tout, enfin, ils prennent tout brut, enfin, c'est des pétaoctets de données à stocker. Donc je suis même pas sûr que après, je dis ça se trouve, je me trompe, hein, je suis pas dans le secret des des dieux là-dessus, mais il y a tellement de gens qui l'utilisent, d'utilisateurs, que je suis même pas sûr qu'ils arriveraient à en faire quelque chose, en fait. Peut-être qu'ils préfèrent justement, entraîner leur propre choisir eux-mêmes les données pour, aller plus vite et tout. Après bon, bah, comme encore une fois, le code il est pas sur GitHub, enfin, je sais pas comment ça tourne, donc je peux pas dire aussi, vraiment comment c'est utilisé. Non, mais en fait, pour le coup, la question de la confidentialité, quand on fait du code, elle est, tous les devs la connaissent déjà, hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est, bah, oui, tes clés d'API et cetera, enfin, faut pas les mettre dans le code et par rapport à ce que tu disais, pour être bien clair, parce que bon, la plupart des personnes vont utiliser Copilot, enfin OpenAI en général. Aujourd'hui, la data, elle est stockée aux US, sauf si avec Azure, vous allez, chercher votre serveur, mais c'est sur liste d'attente, enfin, c'est bref, compliqué aujourd'hui. Donc la data est aux US, donc ça, déjà, il faut voir si cette data, vous avez le droit de la transmettre aux US, et donc là, ça revient à la RGPD et par contre, effectivement, la garantie qu'ils ont, après, il faut leur faire confiance, hein, parce qu'on ne sait pas fondamentalement, c'est que ils vont pas utiliser cette data pour enrichir automatiquement des nouvelles versions. Ce qui est, à mon sens, le point le plus important en fait, parce que je pars du principe qu'effectivement on va pas envoyer de data, confidentielle sur les gens et cetera, parce qu'on va bien faire son job en tant que développeur. OK, merci. Est-ce que vous avez des questions ici dans la salle? Oui, je vais vous passer le micro pour qu'à distance on m'entende bien. Bonsoir. Du coup, savoir comment ça allait se passer au niveau des formations, parce qu'a priori, ça fait de l'accélération de développement, mais est-ce qu'on va avoir des accélérations aussi au niveau de la formation et sur comment est-ce qu'on avance, vers le métier de développeur? Alors là, cette fois-ci, je pense que c'est moi qui vais répondre. Bon, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis directeur pédagogique de l'ENI. Donc, on a la question de l'IA s'est posée effectivement, à mon arrivée, il y a 12 mois. Parce que moi, je suis un ancien DSI, je travaille à l'étranger dans justement le machine learning, dans l'apprentissage des modèles d'IA pour la défense américaine, pour la DGFiP et cetera. Donc, c'est un sujet que quand je suis arrivé, je me suis dit: «Bon, faut y aller, c'est sûr». Donc, on a intégré de plusieurs manières l'intelligence artificielle dans les cursus de formation. À la fois, donc, directement, dans des modules de formation. Donc, aujourd'hui, nos cursus de DWM, eh bien, ont été, co-construits avec, l'IA et également dans, le cursus de concepteur développeur d'application. Cette fois-ci, on apprend, à nos apprenants et aux apprenantes, eh bien, de piloter des IA avec, bah, là, on a utilisé Python pour le faire. Marie peut très bien en parler puisqu'elle a conçu ce cours. Donc à la fois, bah, l'IA nous aide énormément pour, bah, l'accompagnement pédagogique et avec la construction des cours, avec la gamification des cours. Donc avec des choses qui peuvent permettre en tout cas de personnaliser les parcours. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand on forme plus de 2 000 étudiants par an, bah, c'est compliqué, d'avoir
d'accompagnement personnalisé. Donc l'IA nous accompagne là-dessus. Et puis, effectivement, on apprend à nos étudiants et étudiantes à piloter des réseaux neuronaux et à pouvoir découvrir ce qu'est l'utilisation de l'IA au quotidien du développeur. Voilà. Et pour compléter aussi, moi je trouve que justement quand on apprend le développement, un usage de l'IA dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est, ça explique super bien en fait ChatGPT, si on lui pose une question un peu technique du, c'est quoi, l'encapsulation dans la programmation orientée objet, bah, il saura bien expliquer, on peut lui poser des questions, enfin c'est hyper pratique à utiliser pour des personnes qui débutent, donc enfin c'est aussi un usage, pas trop pour les développeurs, mais pour les gens qui apprennent, de l'interroger et de l'utiliser comme, un assistant professeur on va dire, ça peut être pas mal. C'est ce que nous, on a appelé le mentoring. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un silo de données, sur un cours spécifique, on lui envoie toutes les données que peuvent avoir les ouvrages sur la thématique bien spécifique, et l'IA va se nourrir de cet ouvrage-là pour pouvoir répondre à toutes les questions des étudiants et des étudiantes sur cette thématique-là. Donc, ça nous apporte quand même pas mal de choses, et ça fait du mentoring pour, en tout cas, les étudiants. Et après, si ta question, c'est à quel point les entreprises vont laisser de la place pour la formation au sein des développeurs, ça dépend évidemment des entreprises. Et là, je partageais plus une réflexion que j'ai moi, c'est que en fait, là, on a des développeurs qui sont de plus en plus productifs du coup. Et donc typiquement, le modèle classique des agences ESN, c'est de vendre du temps homme. Sauf qu'en fait, ça ne marchait déjà pas beaucoup, mais ça marche de moins en moins dans la mesure où en fait, il y a 2 choses, le client il veut un résultat, et donc en fait, il y a un désalignement parce que moi j'ai intérêt à ce que mes devs soient pas productifs, puisque moins il est productif, plus il dev. Donc il y a cet alignement qu'on est en train d'essayer de rééquilibrer, et surtout parce que je veux absolument laisser le temps à mes devs de se former, parce que sinon ils vont juste être staffés à 100. Donc du coup, nous on est en train de complètement revoir notre modèle de facturation pour laisser de la place à nos développeurs pour se former. Et je partage mon expérience de gérant d'agence, mais je pense que toute boîte du digital, tout gérant de startup ou tout manager va avoir cette réflexion de comment je laisse de la place pour pas être dans un contexte où je pousse mes développeurs à en fait rester dans je sors ligne de code sur ligne de code, et versus je prends du temps pour apprendre avec des formations professionnelles, de l'ENI, avec d'autres choses, mais en tout cas de leur laisser du temps pour apprendre. Et encore une fois, il y a une vraie réflexion sur le cadre qu'on donne à tout ça. Rien. Je prends ma casquette manager aussi. En fait, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. On réfléchit nous aussi, hein, quand on est en codir, pareil, on en parle, on réfléchit, comment on libère du temps, parce que le modèle d'une ESN, faut pas se le cacher, hein, c'est la facturation. Donc, on est pareil, on réfléchit. On essaie de créer des émulsions aussi, en interne, des événements le soir ou le midi pour, justement soulager ça. Et après, si on trouve des formations pertinentes, alors chez Sphere, on va plutôt avoir tendance à créer le contenu de formation plutôt qu'à le donner. On va libérer du temps aux gens pour créer des contenus. Donc en créant, alors je ne vais pas faire la pub de Sphere, mais on a plusieurs types de contenus, des contenus gratuits payants, et pour ces contenus-là, on peut libérer du temps pour nos salariés. Donc c'est des journées qui ne sont pas facturées des clients, mais c'est pour que la personne elle puisse s'épanouir aussi dans un nouveau domaine, autre chose qu'elle fait tous les jours chez son client. Parce que pour l'instant, bon, chez nos clients, on n'en fait pas des masses de l'IA générative, mais on sent que ça vient et qu'il faut se positionner. Donc, on va être aussi créateur de formations. Alors, ce n'est pas des formations à 6 mois, hein. Ça va être des formations de 2-3 jours, des accélérates sur une journée. Et celui-là, on est en train on réfléchit à des contenus, notamment autour de LangChain. LangChain qui est un framework Python et Node pour interagir avec des LLM. Disons que tu codes qu'une fois et tu peux interagir avec tous les LLM. Donc on est en train il y a un meet-up à Paris qui s'est créé autour de ça. Donc on essaie de créer des émulsions aussi dans la communauté, de donner des présentations gratuites aussi, où les gens ils viennent et c'est gratuit. Donc et après on libère du temps pour nos devs pour justement créer ces contenus et les valoriser, et ensuite les donner et former d'autres personnes. Donc on est à la fois et ça permet aussi, enfin il y a la formation et la veille aussi naturelle du développeur curieux. Chez Sphere, on a beaucoup de curieux. On a une petite émission qui se crée à l'agence à Nantes là, on commence à avoir pas mal de monde qui est hyper intéressé. Qu'est-ce qu'on fait? Et on se pose aussi des questions métaphysiques, c'est qu'est-ce qu'on fait chez Sphere? Quel outil on prend pour les salariés de Sphere? Parce qu'on est on dit toujours le coordonné le plus mal chaussé, mais on essaye aussi d'avoir des outils en interne de l'IA générative pour se familiariser et tout. Donc il y a plusieurs aspects.
Ok, merci. Merci à vous trois. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette Talks. Moi, personnellement, j'espère en tout cas que ça a répondu à votre attente et à vos questions, aux questions que vous aviez sur cette thématique. Donc, ce qui est effectivement à retenir de tout ça, c'est que bah non, ça va forcément, aujourd'hui en tout cas, ça ne va pas remplacer le développeur, qu'il faut l'utiliser en conscience, que la sécurité, c'est avant tout la data, que le code, effectivement, c'est juste des partages d'informations qui peuvent être malheureux comme des tokens, et puis que bah forcément, utiliser l'IA en conscience et le choix des outils vont être tout à fait importants, en tout cas dans le quotidien de votre boîte, de votre quotidien ou de développeur ou de développeuse. Donc, merci en tout cas toutes ces questions. Alors, pour aller plus loin, donc effectivement, bah, Nathan, merci d'avoir été cet ambassadeur de l'ENI, où effectivement, bah, on a tout un tas d'ouvrages, en tout cas en lien avec l'utilisation des IA. On a des formations aussi, bien entendu, aussi bien si vous êtes collaborateur, collaboratrice en poste, eh bien avec AnyService, et puis on forme les futurs professionnels de demain à l'utilisation de l'IA dans leur quotidien de développeurs et de développeuses. Merci encore à vous trois. Prochaine AnyTalks, j'en parle peut-être. Ça va être cette fois-ci sur le DevOps, avec effectivement cette thématique de savoir si c'est une philosophie ou bien, ou bien effectivement si à un moment donné on peut avoir cette clé magique, si le DevOps est cette clé magique dans une entreprise, dans toute la chaîne de conception et de livraison d'une application. Merci encore à vous toutes et tous. Et puis, bah, je n'ai de cesse que de vous remercier et de vous souhaiter une très bonne soirée à toutes et tous. Merci.